Bonsoir à tous. Nous sommes particulièrement heureux ce soir de recevoir Mathieu Le Tourneux, que vous pouvez déjà admirer pour sa détermination et pour son esprit d'aventure, d'entreprise, son esprit héroïque, puisqu'il a surmonté la grève SNCF pour venir parmi nous. Applaudissez-le. Et il a même présenté hier une conférence à l'université Paul Valéry, malgré le blocage. Donc c'est un héros que vous avez sous les yeux. Mathieu Le Tourneux est professeur à l'université de Paris-Ouest Nanterre et il dirige la revue Belphégor consacrée aux littératures et aux fictions populaires. Il a consacré l'essentiel de ses travaux, non seulement au roman populaire, à la paralittérature en général, mais à toutes les formes de fiction populaire sur tout support, c'est-à-dire support médiatique, journaux, revues, BD, mais aussi films, séries télé et l'ensemble de leurs produits dérivés, notamment les jeux vidéo, mais aussi les figurines que vous pouvez acheter, voire les céréales qui affichent votre héros préféré sur le paquet. Donc c'est un excellent connaisseur de toutes ces formes de fiction et de culture populaire, et il a écrit sur ces questions des ouvrages fondamentaux qui ont fait date, par exemple son livre sur le roman d'aventure, qui véritablement est un ouvrage de référence en la matière. Aujourd'hui, Mathieu Le Tourneux va nous présenter son dernier livre intitulé Fiction à la chaîne, littérature sérielle et culture médiatique. C'est un livre absolument fondamental pour comprendre notre rapport contemporain à la fiction, puisque nous vivons immergés dans un monde de fiction en série. En fait, la série est le mode d'appréhension et d'appropriation fictionnelle la plus courante de nos jours, et c'est transgénérationnel. Ça touche toutes les tranches d'âge, ça touche également tous les groupes sociaux. C'est un phénomène extrêmement caractéristique de notre rapport contemporain à la culture et à la fiction. Le parcours de chercheur de Mathieu Le Tourneux lui a permis dans ce livre d'aborder la question de manière particulièrement sagace et particulièrement pertinente pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est la profondeur de champ. Mathieu Le Tourneux est 19e-iste, le 19e siècle est grand, disait Victor Hugo. Le fait d'avoir d'abord étudié ces phénomènes de fiction à partir de phénomènes 19e-istes, comme notamment l'apparition du roman feuilleton, lui permet de replacer les phénomènes contemporains dans une durée longue, dans une série de mutations qui s'expliquent sur la très longue durée. Deuxième avantage de la perspective de Mathieu Le Tourneux, il a une érudition tout à fait exceptionnelle, notamment en ce qui concerne les différents genres fictionnels, mais aussi les aires géographiques, c'est-à-dire que sa très bonne connaissance du corpus permet à Mathieu Le Tourneux d'avoir une démarche comparatiste, et vous allez voir notamment les relations qu'il établit entre le domaine plutôt francophone et le domaine anglo-saxon. Il y a toutes sortes d'échanges et de dialogues passionnants. Enfin, dernière arme fatale, qui est le propre de Mathieu Le Tourneux, c'est un théoricien. Autrement dit, il aborde la question des fictions en série en évitant 2 écueils que vous avez sûrement trouvés dans les différents écrits que vous avez pu lire à ce sujet. D'une part, la transe enthousiaste et aveugle, du type la véritable création de nos jours, c'est la série, et hors la série, point de salut. Et puis, d'autre part, il a su éviter aussi le mépris de la culture lettrée ou la culture légitime par rapport à ces objets qui n'ont pas exactement le même statut que d'autres types de textes ou d'autres types de genres littéraires. Mathieu Le Tourneux est un théoricien et donc il analyse le phénomène dans toutes ses dimensions, sa dimension sociologique, sa dimension économique, sa dimension générique et aussi, bien sûr, sa dimension esthétique. Mais le but n'est certainement
non pas de faire des hiérarchies ou de formuler un jugement. Et vous verrez, d'ici 1 heure, hein, vous aurez une appréhension très différente des fictions en série. Merci beaucoup. Merci Corinne, merci aux organisateurs. Merci de m'avoir reçu. En effet, ça a été compliqué de venir, mais je suis vraiment ravi d'être là et ça m'a permis de profiter une fois de plus de la ville, ce qui est toujours un plaisir, malgré le temps toutefois meilleur que celui de Paris. Je vais donc vous parler de culture populaire, de culture médiatique, donc d'un certain nombre de choses que tout le monde connaît, qu'on regarde parfois avec mépris, mais qu'on regarde en général, il faut bien le dire, et qui en réalité posent de vrais problèmes à la réflexion, dès lors qu'on se penche un peu sérieusement dessus. Je m'explique. Voilà, non, ça doit démarrer. Voilà. Je m'explique. Lorsqu'on traite d'une œuvre culturelle, d'une œuvre d'art, généralement, les traits définitoires qu'on retient, c'est l'originalité radicale de l'œuvre, le geste créatif unique de l'artiste, et ces éléments sont des éléments qu'on place toujours au cœur de la réflexion sur les objets artistiques et culturels. Cette manière de raisonner, elle est finalement assez ancienne, mais dans sa radicalité, elle n'est pas très ancienne. Elle a, dans sa forme la plus radicale, elle a un peu plus d'1 siècle. Mon idée, c'est que cette manière d'appréhender les œuvres, elle est très différente de ce qui se passe dans la plupart des objets culturels qu'on fréquente au quotidien. Et en particulier, vous l'avez compris, dans ce qui se passe pour la plupart des productions de la culture médiatique, culture populaire et médiatique, qui, pour moi, obéissent à un principe que j'appelle sériel. Donc, ce sont des objets qui s'inscrivent dans des séries. Mais le mot série, je ne l'emploie pas comme on l'emploie aujourd'hui au quotidien, c'est-à-dire les séries télévisées. Pour moi, la sérialité inclut les séries télévisées, évidemment, mais inclut bien d'autres formes de séries. Mais avant de vous montrer d'autres exemples de séries, je voudrais donner la définition, disons, générale de ce que j'entends par sérialité. Et puis après, je vous donnerai des exemples. Vous verrez que c'est assez facile de comprendre. Ce n'est pas un concept très compliqué. Disons qu'on peut parler d'œuvre sérielle lorsque, dans la relation entre nous et l'œuvre, nous ne saisissons pas l'œuvre dans son unicité, dans son originalité absolue, mais dans une relation, on la saisit médiatisée par un ensemble d'autres œuvres auxquelles elle renvoie et par rapport auxquelles on l'analyse, on l'aborde. Autrement dit, l'œuvre est saisie dans un ensemble plus large d'autres œuvres qui en déterminent la production et la réception. Ça, c'est la définition abstraite, mais vous allez voir que ça dit quelque chose de très concret. Je vais en prendre quelques exemples évidents. Premier exemple, les romans harlequins. Les romans harlequins peuvent être définis comme des œuvres sérielles. Pourquoi ? Eh bien, on le voit dès la couverture. Vous voyez cette couverture extrêmement stéréotypée, hein, d'une image à l'autre, avec ces 2 corps enlacés, prêts à s'embrasser. Sur les couvertures d'Harlequin, on est toujours prêts à s'embrasser, on ne s'embrasse jamais tout à fait. Et ça dit énormément de choses, si vous voulez. Le roman Harlequin, c'est ce roman qui offre un pacte de lecture dans lequel nous savons que les personnages vont bientôt s'embrasser. Mais en fait, idéalement, il faut qu'ils s'embrassent quand même dans les dernières pages. Et donc, le moment du baiser, il ne peut pas être déjà présent sur la couverture. Tout le roman est orienté vers cette attente du baiser. À travers une série de couvertures comme celle-ci, on voit 2 types de sérialité en réalité. Premier type de sérialité, le roman sentimental. Autrement dit, la littérature de genre, roman sentimental, film policier, science-fiction, fantasy, peut-être, le récit de genre peut être défini comme sériel.
L'exemple le plus frappant, c'est quand vous lisez un roman policier à énigme. Si vous ne savez pas que c'est un roman policier à énigme, eh bien, il y a fort à parier qu'à la fin du récit, vous n'ayez repéré aucun des indices, puisque vous n'aurez pas lu le texte comme un texte dans lequel le pacte de lecture sérielle, celui du roman policier à énigme, suppose que tout ce qui est accessoire est probablement central, et tout ce qui est central est probablement accessoire, puisque l'auteur nous invite à trouver le criminel, mais ce qu'on lui demande surtout, c'est de nous faire comprendre à la fin qu'on est complètement idiot et qu'on ne l'a pas découvert. Parce que si on a découvert le criminel au bout du deuxième chapitre, on n'est pas content. Donc, le récit de genre suppose une lecture, un déchiffrement du texte, dans lequel l'œuvre n'est jamais appréhendée dans son unicité, mais au contraire, dans une série d'autres œuvres. Et puis le deuxième exemple là, qui est très important pour la culture sérielle, mais qu'on oublie souvent, c'est la collection elle-même. C'est-à-dire, l'amateur de romans harlequins, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard, il n'aime pas Suzanne Stephens, Trish Morey, il achète un harlequin. C'est-à-dire que son pacte de lecture, il ne le passe pas avec un écrivain, il le passe avec un éditeur. C'est-à-dire avec quelqu'un qui lui offre une série de textes. D'accord ? Je vais passer un peu plus rapidement sur les autres exemples, c'est pour vous montrer qu'il y a une gamme immense de productions sérielles. Donc là, on a la collection, le genre, on a également évidemment les ensembles à personnages récurrents, le Club des 5, James Bond, Sherlock Holmes, etc. On a évidemment les séries télévisées qui manifestent cette logique sérielle, puisque chaque épisode est rapporté à une saison, chaque saison est rapportée à un ensemble de saisons. Et puis on pourrait aller plus loin dans les séries télévisées. On peut dire qu'elles sont, en tout cas traditionnellement, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, elles sont liées à une case de diffusion, une chaîne de diffusion, et tout ça produit des effets de sérialité. Bon, j'ai parlé du genre, je passe là-dessus. Je dirais quand même un mot très rapidement sur des phénomènes de sérialité plus complexes encore, sur lesquels je reviendrai rapidement tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler les sérialités transmédiatiques. Quand quelqu'un dit qu'il aime Star Wars, on ne sait jamais vraiment s'il aime les films de Star Wars, les films de Star Wars et aussi les séries télévisées dérivées des films, ou alors même les films et aussi les jeux vidéo qui exploitent encore l'univers, voire, pour prolonger encore cette sérialité, les figurines, les produits dérivés, etc. Et on voit bien que dans ces grands espaces, ces grands univers transmédiatiques, on assiste à une sérialité complexe dans laquelle non seulement l'œuvre tente à se diffracter en un grand ensemble d'œuvres secondes, un petit peu comme c'était le cas aussi pour le Club des 5, plein de récits, mais aussi sur un grand nombre de médias, et donc des séries d'œuvres secondes parallèles, et enfin jusqu'aux portions les plus lointaines, avec des gens qui vont collectionner les figurines, les autocollants, les objets, et on voit bien là que la sérialité se diffuse dans l'ensemble des produits de consommation. Alors, bon, j'insiste quand même sur cette idée, et je passerai sur les exemples suivants. Le fait que l'œuvre se prolonge au-delà de ce qu'on accorde comme limite traditionnelle à l'œuvre, le fait qu'elle se prolonge, par exemple, dans les produits dérivés, nous montre bien que la sérialité est tout à la fois un phénomène qu'on dira créatif, artistique, mais également qu'il s'agit d'un phénomène culturel au sens large. Notre relation aux fictions est une relation qui s'étend bien au-delà du seul espace des œuvres proprement dites, pour s'ouvrir justement aux produits dérivés, mais aussi à toute une série d'images, de représentations, de figures qui sont empruntées à cette culture sérielle. On pourrait dire qu'on est face à une culture sérielle globale dont il faut prendre la mesure dans son ensemble. Bon, je passe sur les problèmes que cela peut poser. Je dirais simplement que qu'est-ce que l'existence d'un personnage
comme Sherlock Holmes. Sherlock Holmes renvoie bien à un imaginaire sériel qu'on peut qualifier de cohérent. On sait bien que c'est un détective, qu'il a des phrases fétiches, élémentaires mon cher Watson, qu'il a même un costume récurrent. Et en même temps, il peut circuler à des époques différentes, il peut être incarné sur des supports différents, il peut vivre des aventures différentes, il peut mourir, et en fait il est mort un grand nombre de fois dans d'autres séries, dans d'autres ensembles. Il n'est pas mort seulement chez Conan Doyle, il est mort dans beaucoup d'ensembles. Il peut être homosexuel et hétérosexuel selon les cas. Et toutes ces incarnations de Sherlock Holmes produisent un imaginaire sériel partiellement cohérent, mais qui structure notre manière d'identifier Sherlock Holmes. L'exemple le plus frappant, mais vous le savez certainement, c'est que ce qu'on identifie comme étant l'essence de Sherlock Holmes, et qu'on associe vraiment au Sherlock Holmes original, le personnage, son profil d'oiseau, son élémentaire, mon cher Watson, et son costume, eh bien en fait, ce sont des réalités hétérogènes. Le profil a été popularisé par l'illustration, puis par le cinéma. Élémentaire, mon cher Watson, il ne le prononce pas dans les textes. Ça vient du théâtre. Autrement dit, ce qu'on identifie comme l'essence de Sherlock Holmes est déjà une réalité multiple, hybride et contradictoire. Bon. Ce que je veux dire, c'est que cette culture sérielle, elle touche à tous les aspects de notre existence et à toutes les formes courantes de la culture de consommation. Essayons de réfléchir d'un mot à ce que cela signifie avant d'avancer un petit peu. D'abord, il existe des formes différentes de sérialité, des formes qui sont évidemment sérielles. Une série télévisée, aujourd'hui, on l'identifie comme sérielle parce qu'on sait bien qu'il faut regarder les épisodes à la suite et que c'est la série des épisodes qui produit une cohérence. C'est une sérialité qui s'inscrit dans la temporalité. Mais toute personne qui a plus de 30 ans ou 35 ans sait bien que la série télévisée auparavant fonctionnait sur un principe de sérialité inverse, puisque précisément on pouvait regarder les épisodes dans le désordre et qu'ils étaient indépendants les uns des autres. Pour quelqu'un qui a regardé des séries télévisées dans les années 80 ou dans les années 90, c'était tellement vrai qu'à la télévision française, on diffusait les épisodes dans le désordre, parce qu'il n'y avait pas d'ordre pour les séries. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que la question de la sérialité soit limitée à ces figures comme Twilight, comme les séries télévisées, dans lesquelles la sérialité est thématisée dans l'intrigue par une évolution. Il y a autant sérialité dans Astérix. Dans tous les cas, il y a des conséquences sur notre manière d'appréhender le texte. Lorsque nous lisons une bande dessinée d'Astérix, notre manière de lire est entièrement structurée par une connivence avec les auteurs, même si les auteurs ont été multiples au fil du temps, qui se traduit par une structure du récit qui prend la forme d'une série de rendez-vous. Chaque scène est en quelque sorte rejouée pour nous et elle fait écho avec les scènes antérieures dont nous avons le souvenir. Obélix va à un moment chercher à prendre de la potion et on va lui dire non, tu en as pris quand tu étais petit. À la fin, il y aura une fête au village. À un moment, des Romains vont se faire taper dessus. À un moment, il y aura une chasse aux sangliers. Et c'est bien la composition de cette familiarité sérielle qui va produire notre plaisir de lecteur. Autrement dit, le plaisir de la sérialité est un plaisir tout à fait contraire à ce qu'on définit habituellement comme le plaisir esthétique de l'œuvre. Le plaisir de la sérialité est un plaisir de la surprise dans des traits sériels auxquels nous sommes accoutumés. Nous
reconnaissons les éléments, nous identifions ces caractéristiques sérielles, mais nous sommes toujours surpris de la manière nouvelle dont ils sont présentés. Et c'est vrai dans tous les cas. C'est vrai, évidemment, pour des séries qui sont relativement créatives, mais c'est vrai pour Harlequin. Une chose m'avait beaucoup amusé, je vais vous en donner seulement un petit ensemble, c'est ces couvertures d'Harlequin qui sont quand même un petit peu répétitives. Je ne sais pas si vous pouvez lire les titres, mais vous voyez les images, mais je vais vous lire les titres. Alors, je ne sais pas si vous arrivez. L'ultimatum d'un milliardaire, le secret d'un milliardaire, le pari d'un milliardaire, un si séduisant milliardaire, l'offre imprévue d'un milliardaire. Ce sont uniquement les titres de ces 2 dernières années. En fait, si vous prenez toute l'histoire d'Harlequin, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Vous avez compris le principe, hein, conquise par un milliardaire, un envoûtant milliardaire, un trop séduisant milliardaire, etc. Plusieurs remarques. Première remarque, contrairement à ce qu'on dit traditionnellement, Harlequin n'est pas écrit par ordinateur et les romans Harlequin, les auteurs de romans Harlequin n'ont pas de Bible, n'ont pas de contraintes pour écrire leur texte. Ils l'écrivent librement. Et pourtant, donc ce sont des vrais amateurs de littérature sentimentale. Et pourtant, les histoires se ressemblent un petit peu. Deuxième point. Pourquoi toutes ces histoires de milliardaires? Parce que la structure première d'un roman Harlequin repose sur le principe suivant. Une femme moins riche, vous voyez que le milliardaire est toujours homme, hein, une femme moins riche rencontre un milliardaire. Mais vous vous souvenez qu'on ne s'embrasse pas dans les premières pages. Il ne lui plaît pas. Ou alors il lui plaît, mais elle lui résiste. À la fin seulement, il va accepter en quelque sorte de se donner à elle, de lui dire que finalement il se met à ses pieds. Il cesse d'être cet homme riche, mais il se met à ses pieds et il lui demande de l'aimer. Et à ce moment, enfin, elle va pouvoir se donner au milliardaire. Ce que je veux dire, c'est que la structure d'Harlequin est toujours la même. C'est toujours celle d'une sorte de mauvaise foi d'un lecteur qui fait comme si la femme résistait au milliardaire. Alors même que la couverture lui a dit dès le début que le but du récit, c'est que, justement, la femme finira dans les bras du milliardaire. Le lecteur fait comme si, et il sait bien qu'à la fin, ça va se modifier. Mais tout son plaisir est précisément à tout moment du roman Harlequin, et je prends un roman Harlequin qui paraît particulièrement stéréotypé, à tout moment du roman Harlequin, d'être surpris. Que ça ne se passe pas exactement pareil, qu'il y ait une astuce, que ça se passe parfois, que la première scène de sexe, puisque maintenant dans Harlequin vous avez du sexe, se passe cette fois-ci dans un lieu improbable, que le premier baiser se passe à cet endroit-là, que le milliardaire va faire quelque chose qui, cette fois-là, sera différente. Et donc, c'est bien une affaire d'originalité. La sérialité nous montre bien que, contrairement à ce qu'on croit, la culture populaire n'est pas affaire de répétition, le principe sériel n'est pas affaire de répétition, mais affaire d'incertitude pour le lecteur et de renouvellement constant. Deuxième exemple encore plus frappant pour ça, et puis après je quitterai l'introduction, l'exemple des récits d'épouvante. Le récit d'épouvante nous montre bien ce que c'est qu'un pacte de communication sérielle. Et là, ça le dit bien, hein, j'ai pris à dessein une série d'Halloween pour bien voir cet effet de répétition. Là, on est bien dans un principe de sérialité explicité, ne serait-ce que par la récurrence du monstre criminel. Dans un récit d'épouvante, qu'est-ce qui nous fait peur, finalement? C'est bizarre qu'on ait peur, puisque ça se passe toujours exactement de la même façon. Une bande d'adolescents sont isolés dans une maison avec un criminel particulièrement sadique. Et on a peur. Mais on n'a pas peur parce qu'on ne sait pas. On a peur précisément parce qu'on connaît les principes sériels. Parce qu'on sait bien que ça va se passer exactement comme les autres fois. Autrement dit, on sait que les personnages vont faire des choses qu'ils ne devront pas faire. Et on aura peur quand l'un d'entre eux s'éloignera parce qu'on saura que le personnage se fera massacrer, et on se demandera à quel moment il se fait massacrer. Autrement dit, toute la manière de filmer, toute la manière de communiquer, et toutes les émotions qu'on ressentira, le suspense, tous ces effets reposeront sur notre parfaite
connaissance des codes et sur le fait qu'on connaisse le principe. Et c'est parce qu'on connaît les codes et le principe qu'on sera à tout moment surpris, qu'on sera toujours trompé par l'auteur. Vous voyez que, en fait, ce que nous montre la sérialité, ces productions sérielles, et ça va me conduire à ma deuxième partie, c'est que, dans le fond, ce qui caractérise finalement ces produits en série que sont les œuvres créatives par rapport aux boîtes de céréales, ce qui les différencie des boîtes de céréales, c'est que nous savons quel est le produit, mais il est toujours différent. Et il est toujours différent parce que justement, il met en jeu, malgré sa dimension qu'on peut soupçonner d'être industrielle, il met en jeu la question d'une créativité octoriale, c'est-à-dire d'une subjectivité, d'une interprétation propre, d'une personne qui est impliquée dans cette œuvre. Et c'est ce qui est frappant avec les romans harlequins. Les romans harlequins se ressemblent tous, le vocabulaire est stéréotypé, et pourtant, chaque auteur de romans harlequins est quelqu'un qui aime vraiment le roman sentimental, qui a vraiment envie de dire des choses authentiques, et c'est pour ça aussi que chaque lecteur de romans harlequins y trouve des choses qui le touchent intimement. La répétition n'est pas du tout contradictoire avec la créativité. Ce qui me conduit à un premier ensemble de réflexions. Il me semble, pour le dire très rapidement, je vais essayer de le justifier, que cette culture sérielle, dont vous avez vu l'importance, le caractère absolument omniprésent dans nos expériences culturelles quotidiennes, il me semble que la sérialité est la forme par excellence de notre culture dans cette mesure qu'elle exprime le fait que notre culture est devenue essentiellement, je veux dire par essence, une culture médiatique et marchande. Ce que révèle la montée en puissance d'une culture sérielle, de ses productions sérielles, c'est le fait que notre manière d'imaginer, de saisir les fictions, de prendre plaisir aux fictions, est une manière construite par 2 siècles de culture médiatique et marchande. 2 siècles de culture médiatique et marchande qui sont montés en puissance et qui sont, au fil du temps, devenus l'essentiel de notre culture quotidienne. Et c'est ce que je vais essayer de montrer progressivement. Ce que j'entends par culture médiatique et culture marchande, ce n'est pas simplement le fait qu'on ait des journaux, puis la radio, des télévisions, etc. C'est le fait que notre relation au monde, et donc notre relation aux gens, au monde, passe essentiellement par le médiatique. Depuis le XIXe siècle, dans la ville, la presse, les livres sont devenus, les affiches qui étaient très importantes au XIXe siècle, sont devenus les moyens privilégiés pour communiquer et donc pour se faire une idée du monde. Avec la radio, la télévision, Internet, les smartphones, c'est de plus en plus vrai. Ce que ça signifie, c'est donc que notre culture est structurée massivement par le médiatique. Et puis pour le marchand, on peut faire le même raisonnement très rapidement, hein. Ce que nous saisissons quotidiennement, ce sont des objets marchands qu'on a achetés, tout ce qu'on manipule, on l'a acheté. Donc on pourrait dire que, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans une culture, hein, au sens anthropologique de la culture, qui est une culture médiatique et marchande. Qu'est-ce qui caractérise la culture médiatique et marchande? La culture médiatique, c'est facile. Dès lors que s'inventent des médias de masse, il y a un problème majeur, c'est celui de la distribution et de l'identification du média. Et ce problème est résolu d'une façon simple par un processus de standardisation. Le média, pour fonctionner, doit être standardisé. Et c'est vrai depuis le XIXe siècle. Les journaux, alors je n'ai pas pris les exemples du XIXe siècle, mais c'était vrai aussi pour la presse de Girardin, les journaux sont standardisés. Chaque numéro ressemble au numéro suivant. Et c'est pour ça qu'on peut acheter les numéros les uns après les autres. Ils sont standardisés. De la même façon, quand on va dans un kiosque à journaux, les journaux sont standardisés les uns par rapport aux autres. Ils permettent de s'y retrouver. Et c'est fondamental, cette question matérielle, parce que cette ressemblance qu'impose la culture médiatique entre les différents objets, elle se traduit à l'intérieur des journaux par des effets de standardisation des textes eux-mêmes. Vous allez avoir des rubriques qui vont revenir. Vous allez avoir des façons d'écrire dans une rubrique ou une autre. Et parmi ces rubriques, vous le savez, il y a eu
le roman feuilleton. Alors ça, c'est des exemples du roman feuilleton dans Le Matin. Vous voyez, ils se ressemblent dans leur présentation et il y a un effet de standardisation. Ce que je veux dire, c'est que la culture médiatique est une culture qui suppose un phénomène de standardisation et que ce phénomène de standardisation se traduit naturellement par une standardisation des contenus des textes, une manière d'écrire qui va se retrouver. Et donc, on peut dire que, par essence, la culture médiatique suppose un phénomène de sérialité. Un phénomène de sérialisation des discours et donc de sérialisation des imaginaires. Je voudrais prendre un exemple que Corinne Saminadayar-Perrin connaît très très bien, celui d'un des premiers grands phénomènes très très frappants de cette articulation entre culture médiatique et sérialité des textes, sérialité des œuvres, un des premiers grands genres du XIXe siècle, le récit de mystère urbain. Alors, plus personne ne sait ce que c'est que le récit de mystère urbain. C'est le genre le plus important, un des genres les plus importants du roman feuilleton au XIXe siècle. Sa source, son origine, c'est un roman dont vous avez sans doute entendu parler, Les Mystères, alors ce n'est pas l'édition originale, hein, mais c'est pour que ce soit un peu lisible, Les Mystères de Paris d'Eugène Sue. Alors, c'est intéressant parce que Les Mystères de Paris d'Eugène Sue, ça nous dit quelque chose de cette importance de l'articulation entre apparition du journal, culture médiatique et sérialisation des imaginaires. Pourquoi ? Parce que, donc, qu'est-ce que c'est que l'histoire des Mystères de Paris ? C'est Eugène Sue qui nous dit, voilà, on connaît les sauvages d'Amérique, les Indiens, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des sauvages chez nous. Et les sauvages chez nous, c'est les gens qui vivent dans les bas-fonds. C'est les voyous, c'est les prostituées, etc. D'accord ? Il est le premier à le dire. Et pourquoi est-ce qu'il est le premier à le dire ? Parce que il écrit dans un journal. Et qu'est-ce que ça fait un journal ? Ça nous dit, la réalité urbaine que vous fréquentez au quotidien, vous ne la connaissez pas. La vérité, elle se trouve dans le journal. C'est-à-dire, votre relation au monde, elle est médiatisée. Les Mystères de Paris s'adressent à des lecteurs qui peuvent être des Parisiens, pour qui Paris est mystérieux. Autrement dit, c'est ça la culture médiatique. C'est une culture dans laquelle notre relation au monde, elle est construite par le journal. Et donc, Eugène Sue nous dit, voilà, je vais vous donner le vocabulaire pour lire votre monde. Le langage pour lire la ville. La ville moderne, c'est ça. Et il va tellement bien le donner que tout le monde va l'imiter, partout dans le monde. Alors, à droite, vous avez The Mysteries of London, qui sort l'année suivante en Angleterre, mais vous avez I Misteri di Milano, vous avez The Mysteries of New York, vous avez les mystères du monde entier qui vont se développer partout. Et puis, vous avez les mystères de Rome, voilà, vous voyez, je vous en ai mis d'autres. Hein. Et en fait, ça va donner petit à petit tout l'imaginaire criminel qui va structurer notre représentation du monde. Mais ce qui me paraît important ici, c'est de comprendre que la sérialisation propre à la culture médiatique va se traduire par l'apparition de grands genres. Et qu'est-ce que c'est, ces grands genres ? C'est des propositions collectives pour décrire le monde, pour parler du monde. Autrement dit, parce que notre culture est médiatique, parce que la culture médiatique est sérialisée, nous pensons le monde à partir des stéréotypes sérialisés des grands genres sériels, des grandes productions sérielles de notre culture. C'est pour ça qu'il s'agit vraiment d'un fait de culture. C'est la manière partagée que nous avons de comprendre la réalité. Donc, je passe sur ces exemples. Je pourrais avancer plus rapidement. J'avais prévu de vous dire un mot de Buffalo Bill, mais le temps file, et donc je préfère avancer. Il y a énormément de choses à dire sur Buffalo Bill, mais tant pis. Et puis le deuxième exemple de sérialisation, je l'ai dit, c'est celui de la culture marchande. Toute personne qui est entrée dans un supermarché se rend immédiatement compte que la culture marchande est une culture sérielle. Quand vous choisissez entre des smartphones, des ordinateurs, des chaussures, vous voyez bien qu'il y a une communication sérielle qui est en jeu. Les objets ont des traits identificatoires similaires et on choisit parmi des gammes d'objets qui se ressemblent et c'est comme ça qu'on consomme. Quand vous regardez ce rayon de, je crois que c'est des purées ou des pâtes, je ne sais plus, peut-être du café. Du café, oui, du café. Quand vous regardez ce rayon de café, et quand vous regardez ce rayon de pulp fiction des États-Unis, américaine, vous voyez bien que ça fonctionne sur le même principe. Les pulps, vous savez, c'est cet endroit où s'invente la science-fiction, le roman de détective à l'américaine, le western moderne. C'est ces magazines de fiction américains de l'entre-deux-guerres. Regardez l'étage, là, vous avez les récits western qui sont là, vous avez les récits de détectives qui sont là, les récits d'amour qui sont là.
je montre, on m'a dit que ça marchait, je ne suis pas sûr. Mais enfin, bon, vous comprenez, vous le voyez, je suppose. Hein, et les titres qui se ressemblent énormément. C'est exactement le même principe. Et on voit bien, finalement, que la culture, quand vous proposez des produits standardisés, naturellement, quand ce sont des produits culturels, eh bien, ces produits tendent à se traduire par des imaginaires qui obéissent eux-mêmes à ces principes de standardisation. Pour le dire simplement, on peut considérer que cette culture, ces productions sérielles sont la reformulation esthétique de la culture médiatique et marchande qui est la nôtre. Alors, ça a posé un énorme problème, à nos sociétés occidentales pendant 2 siècles, ce fait. Il se trouve que l'arrivée de la culture, des productions médiatiques, des journaux, que l'arrivée des marchandises au XIXe siècle a accompagné aussi un processus de démocratisation de la société, et que ça n'allait pas de soi, ces 3 phénomènes, démocratisation de la société, production médiatique et marchandise. Ça n'allait pas de soi, et donc c'est cristallisé, c'est formulé une figure de l'auteur, qui est celle qui a dominé nos sociétés, qui était une figure de l'auteur qui se pensait entièrement par opposition à la culture médiatique et à la culture marchande. C'est le grand auteur tel qu'on le connaît. Le grand auteur, c'est une figure critique de la modernité, du refus de la culture marchande. Plus s'imposait la culture marchande, plus s'imposait la culture médiatique, plus les avant-gardes et les productions artistiques et littéraires avaient tendance à valoriser une position qui mettait en avant le caractère, ce qu'on appelle le caractère restreint de la communication, c'est-à-dire le fait que l'œuvre ne devait pas aller de soi, qu'elle devait échapper à ces principes de standardisation. Autrement dit, une tension de plus en plus forte s'est produite entre la définition de l'œuvre d'art et les pratiques de consommation quotidienne de la population, et d'une population de plus en plus large. Il va de soi que, avec l'apparition des médias de masse, avec l'accession de plus en plus large du public à la culture et à une culture qui n'était pas cette culture restreinte, il va de soi que cette tension devenait de plus en plus difficile à maintenir. La conséquence, c'est que à partir de la Seconde Guerre mondiale, mais plus encore à partir des années 80, quelque chose s'est produit qui a mis en cause, un certain nombre de ruptures se sont produites qui ont mis en cause cette scission entre l'œuvre d'art et les productions de la culture de masse, et les productions de la culture sérielle, et les productions de la culture médiatique. Alors je ne peux pas donner toutes les étapes de ces mutations, mais il est certain en tout cas que avec d'abord comme première étape le plan Marshall et l'arrivée massive des productions américaines, avec l'apparition des sous-cultures comme manière de négocier avec la culture populaire, mais en même temps de produire des effets d'élitisme. Les sous-cultures, c'est quoi? C'est le rock'n'roll, c'est la culture hippie, etc., qui sont des manières de jouer avec la culture populaire, de jouer avec les logiques sérielles, mais en s'inscrivant parfois dans des stratégies distinctives, dans des stratégies élitistes. Et puis, évidemment, avec une tendance de plus en plus forte dans la culture marchande, à produire de la distinction aussi, à produire de l'élitisme aussi, c'est-à-dire à fabriquer, pour le dire vraiment très, très grossièrement, du café de luxe, mais fabriqué industriellement, des frigos en inox, des grippins design, etc. Donc à fabriquer de la marchandise produisant de la distinction, eh bien, la rupture entre haute culture et production de masse était devenue de plus en plus compliquée. Et donc, à partir des années 80, ce qu'on voit se produire,
c'est la mise en crise du modèle moderniste. Et de plus en plus, on voit des processus de légitimation dans des espaces qui n'étaient pas légitimés. C'est ce qu'on va rencontrer dans la littérature de genre, avec une littérature de genre légitimée, des grands auteurs de romans policiers, des grands auteurs de science-fiction. C'est ce qu'on va rencontrer dans la bande dessinée, avec la valorisation d'une bande dessinée artistique, etc. C'est toute une série de processus, je passe tout ça, qu'on appelle un processus d'artification des productions populaires. The Wire est considéré aujourd'hui comme une grande œuvre, alors qu'il obéit au processus industriel de fabrication. La nouvelle bande dessinée est présentée, et vous voyez la couverture le dit bien, comme une forme artistique, alors même qu'elle s'inscrit encore dans des espaces, dans des logiques d'un art de masse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, selon moi, qu'on assiste aujourd'hui à l'effondrement du modèle culturel qui dominait nos représentations de la culture depuis la période ouverte au début du XIXe siècle. On a quitté le modèle moderniste d'une culture, de l'opposition entre haute culture et culture de masse, entre haute culture et culture sérielle. On a quitté cet espace moderniste et on a basculé dans une culture, dans une époque, alors certains disent postmoderne, mais le mot postmoderne est très galvaudé, mais en tout cas dans une époque d'analyse qui n'est plus celle de la modernité. Alors, je voudrais en montrer très rapidement quelques conséquences. Le temps file, je vois que le temps file, mais il me reste quand même 15 minutes. Je voudrais en montrer quelques conséquences pour notre manière de considérer ce que c'est qu'un auteur et ce que c'est qu'une œuvre. Je vais me concentrer sur ces deux points, et je n'aborderai pas les autres points. Je vais me concentrer sur la question de l'auteur et la question de l'œuvre, pour essayer de vous montrer ce que ça signifie, un auteur ou une œuvre. Je reviens un instant à Harlequin. On a bien vu pour Harlequin que la question de l'auteur, elle est problématique. L'auteur d'Harlequin, c'est l'éditeur. On lit un Harlequin, et Harlequin n'écrit pas les livres, mais l'auctorialité, c'est la figure d'Harlequin. La fonction auteur, notre pacte de lecture, on le passe avec l'éditeur. Le garant du sens, l'auctor, c'est un éditeur. Prenons un autre exemple qui est tout à fait familier pour montrer comme c'est compliqué de parler d'auctorialité face aux productions sérielles. Star Wars. Star Wars, voilà une œuvre qui est produite par quelqu'un, qui est créée par quelqu'un. George Lucas. George Lucas est l'auteur de Star Wars, et d'ailleurs, sa firme est Lucasfilm. Sauf que, on sait que ça n'est plus lui, l'auteur de Star Wars. Alors, est-ce que Star Wars cesse d'être l'œuvre de George Lucas? Pourtant, la marque Lucasfilm persiste. Insistons donc sur le lien avec George Lucas. Les jeux vidéo ont longtemps été produits par LucasArts, et les novélisations des films ont longtemps été signés George Lucas. Autrement dit, on voit bien que l'auteur ici ne fonctionne plus comme un individu, il fonctionne comme une abstraction. Comme une abstraction qui maintient en quelque sorte l'unité de l'œuvre, qui joue ce rôle, mais qui joue ce rôle d'une manière qui n'est plus tout à fait celle de l'auteur romantique. J'en prends un deuxième exemple qui va donner comme une évidence la vérité de l'auteur dans cet espace. Walt Disney, l'auteur de Blanche-Neige et les Sept Nains et de La Petite Sirène, sorti des années après sa mort. Qu'est-ce que c'est qu'un film de Walt Disney ? Qu'est-ce que ça signifie de parler d'un film de Walt Disney? Qu'est-ce que ça signifie de dire « j'aime les Walt Disney » ? De qui parle-t-on? On parle de la firme. La figure doctorialité, c'est la firme. Autrement dit, d'Harlequin à George Lucas à Walt Disney, on se rend compte qu'une des vérités de l'auteur en régime sériel, c'est celui de la marque. Et d'ailleurs, un certain nombre d'auteurs, aujourd'hui, ont leur nom déposé sous le régime des marques déposées. Mais cette auctorialité, elle ne se limite pas à cette question de la marque. Parfois, elle se déplace et elle prend des formes tout à fait étonnantes.
un cas très frappant de cette étrangeté de notre besoin de chercher des auteurs là où, en fait, ils sont problématiquement auteurs, en particulier dans les productions sérielles. C'est le cas de la série des James Bond. Quel est le point nodal de l'autorialité dans la série des James Bond? C'est l'acteur. Ce qui fait l'unité de signification dans les James Bond, c'est Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, etc. On propose des séquences d'unités de signification pour les James Bond qui sont associées aux différents acteurs. On voit bien ici encore que cette octorialité, elle, repose sur des principes symboliques, des principes d'affection, mais dans tous les cas, la signification, elle se fait sur la série, sur l'ensemble, et quand on bascule dans la série, dans l'ensemble, l'auteur, la question de l'auteur, ce n'est plus la question de celui qui tient le stylo ou qui tient la caméra, c'est la question de celui qui donne sa signification à la série. Et pour donner sa signification à la série, on n'a même pas besoin d'être vraiment existant comme Walt Disney. Walt Disney n'a pas besoin d'exister pour qu'il y ait une unité de signification Walt Disney. Bon, j'avance, j'avais prévu de vous parler d'Alice et Nancy Drew, mais je vais vous faire l'économie de ça. Je vais juste vous montrer un exemple du fait que c'est très ancien. Le cas de Buffalo Bill et de Nick Carter est très intéressant pour ça. Hein. Les consommateurs ont toujours besoin de chercher une fonction auteur, mais cette fonction auteur n'a pas besoin de renvoyer à quelqu'un de réel. L'auteur, qui était l'auteur de la série des Buffalo Bill ou des Nick Carter? On nous le dit, hein, c'est l'auteur de Buffalo Bill, et l'auteur de Nick Carter, c'est l'auteur de Nick Carter. En fait, on nous dit ailleurs que c'est Buffalo Bill lui-même, ou Nick Carter lui-même, l'auteur de ces aventures. Autrement dit, pour Buffalo Bill, quelqu'un qui existait, certes, mais qui n'écrivait pas. Et pour Nick Carter, en tout cas, un personnage de fiction. On voit bien comme on peut très bien se contenter d'avoir un auteur qui est un personnage de fiction. Parce que en régime sériel, la vérité de la figure auctoriale, c'est pas quelqu'un de réel, c'est en réalité la série elle-même. La fonction auteur se déplace dans la série elle-même. Elle peut se déplacer dans la marque. Tout comme, si vous voulez, vous pouvez aimer une marque comme Apple, etc., et en faire une fonction auteur. Bon, j'aurais pu vous parler de Clive Cussler. Clive Cussler, lui, ne se cache pas du fait qu'il est une marque, puisqu'il met le nom des auteurs de ses différents romans en dessous. Bien, je passe au... donc, je conclus très rapidement sur cette question de l'autorialité. Premier point, en régime sériel, l'auteur bascule toujours du côté d'une abstraction parce que, en réalité, dans les productions sérielles, la figure auctoriale tend à être le résultat d'une négociation. Il n'y a pas un auteur, il y a plusieurs auteurs qui négocient les uns avec les autres et qui parfois négocient sur la même œuvre. Dans le cas, si vous voulez, de Star Wars, prenons le jeu vidéo, par exemple, ou les figurines. Les figurines, c'est Mattel. Donc la marque, c'est Mattel. Walt Disney a son mot à dire. Le réalisateur du film a son mot à dire. Les responsables du marketing ont leur mot à dire. Ils vont dire des choses, ils vont modifier les figurines ou modifier certaines scènes du jeu vidéo. Les juristes ont leur mot à dire. Le scénariste va négocier aussi. Autrement dit, toutes ces personnes sont des figures réelles d'auteurs, des acteurs, des garants du sens, qui négocient les uns avec les autres. Mais pour nous, qui consommons l'œuvre, nous évacuons cette dynamique de négociation complexe et nous produisons un effet auteur, un effet unité de l'œuvre, qui est une abstraction, mais dont nous avons besoin pour lire l'œuvre. Autre cas connu, celui de Stan Lee, qui a fabriqué des super-héros et qui est aujourd'hui, en quelque sorte, associé à cette figure du personnage. Deuxième exemple, la question de l'unité de l'œuvre. J'ai posé la question de l'existence d'un auteur, d'une unité de l'auteur et d'une transformation d'un auteur qui n'est plus celui qui produit l'œuvre, mais qui est celui qui conçoit la série.
basculons donc du côté de l'unité de l'œuvre. Je vais vous prendre un exemple historique de 1953, parce qu'il est assez amusant pour comprendre ce que ça implique. Cet exemple, c'est celui d'une série à personnages récurrents que vous connaissez, donc d'une série. La série Superman. Vous connaissez Superman? Oui. Bon. Superman a affronté en 1953 le capitaine Marvel, qui est ici à gauche. Il s'appelle maintenant le capitaine Shazam, je ne vous dirai pas pourquoi. Il a affronté le capitaine Marvel, mais il n'a pas affronté comme ici dans l'espace, il l'a affronté en justice. Il se trouve que le capitaine Marvel, que vous voyez ici, qui s'ennuie, le capitaine Marvel a été créé après Superman, et qu'il ressemble quand même beaucoup à Superman. Il est extrêmement fort, il porte une cape, il a quand même la même tête que Superman, et il combat de bande dessinée en bande dessinée ses adversaires. Et donc procès, naturellement. Vous êtes juge. On vous dit que le copyright n'a pas été respecté. Vous comparez. L'un s'appelle Superman, l'autre s'appelle Capitaine Marvel. Le Capitaine Marvel, Superman, tire ses pouvoirs du fait qu'il est extraterrestre. L'autre, le Capitaine Marvel, tire ses pouvoirs du fait qu'un magicien lui a donné le pouvoir de devenir très fort. Ce n'est pas la même histoire. Ils ne combattent pas les mêmes personnes. Et par ailleurs, l'histoire de quelqu'un de très fort qui combat des gens, ce n'est pas Superman qui l'a inventé. Donc, la DC Comics est déboutée et perd son procès. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas protéger Superman. On ne peut pas protéger un personnage comme une œuvre. À partir de cette date, les créateurs de production sérielle vont basculer de la logique du copyright à la logique du trademark, c'est-à-dire du dépôt de marque. Le personnage, le monde, les univers sériels fonctionnent en réalité non comme des œuvres, mais comme des marques. Parce que dans une marque, qu'est-ce que vous déposez? Une série de domaines, par exemple, des aventures. Une série, un nom, Superman. Des caractéristiques, par exemple, la cape, la ceinture et les collants. Ils auraient pu le faire s'ils l'avaient fait à temps. Certains traits, par exemple, des sons, des éléments, etc. Et donc, vous pouvez en fait déposer un univers sériel sous le principe du trademark, mais pas, ou en tout cas pas suffisamment, sous le principe du copyright. C'est très intéressant. C'est pour ça, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ces figurines en plastique qui ont été fabriquées en même temps que les Barbie, c'est pour ça que les G.I. Joe ont une cicatrice sur la joue. Ce n'est pas parce qu'ils se sont pris un coup, c'est parce qu'une cicatrice, vous pouvez la déposer. Et donc, vous pouvez faire un procès si quelqu'un met une cicatrice sur la joue. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que nos personnages sont bien déposés sous le principe de la marque. Cela signifie que l'unité de l'œuvre Superman, est juridiquement, mais aussi, en fait, conceptuellement, beaucoup plus proche de celui de la marque que de celui d'une œuvre telle qu'on l'entend dans sa définition romantique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une œuvre d'art, hein. C'est vraiment une œuvre artistique intéressante, etc. Mais simplement, c'est important de comprendre ça, parce que, en fait, ça montre combien on est dans une esthétique de la culture marchande et de la culture médiatique. Une marque, ça peut être décliné en une infinité de produits. Ça peut être décliné d'un support à l'autre. Ça peut être décliné en jouets. Ça peut être décliné en film, en jeux vidéo, etc., en tout nouveau média qu'on inventera. Superman est donc une œuvre qui pourra être protégée éternellement, puisque vous le savez, le trademark a l'avantage par rapport au copyright de ne jamais tomber. Alors, ça a une incidence, je vais passer cet exemple-là, ça a une incidence sur la conception même des œuvres. Certaines œuvres que nous envisageons comme des dessins animés ou des films, Transformers, sont en réalité véritablement des marques. Transformers, ça a été fabriqué par Tommy et Hasbro en 1983. C'est-à-dire que ce sont des jouets à l'origine. L'œuvre initiale est un jouet qui est décliné en film, etc. Le film, le dessin animé sont les produits dérivés d'un jouet. Un autre exemple qu'on pourrait prendre,
on sait bien, et c'est Walt Disney l'invente au moment où il crée Blanche-Neige et les 7 nains, on sait bien que dans les films de Walt Disney, s'il y a toujours des petits animaux qui tournent autour, c'est pas parce que Walt Disney aime bien les petits animaux, c'est parce qu'un dessin animé coûte trop cher pour être rentabilisé par le prix des entrées. Et donc, un dessin animé de Walt Disney est conçu dès l'origine comme une œuvre transmédiatique, sérielle. En fait, par exemple, ici, La Belle et la Bête, hein, si ma mémoire est bonne, La Belle et la Bête, c'est pas un film, c'est un film et des produits dérivés. C'est conçu dès l'origine comme ça. Et donc, vous avez des petites figurines, des petits personnages qui tournent autour parce que vous pouvez vendre la poupée, la grande poupée, mais ça coûte cher. Et donc, il faut pouvoir avoir des petits gadgets à vendre aussi au McDonald's, dans les petits jouets, etc., pour les enfants qui ont moins d'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi des petites figurines autour. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a tort de penser un dessin animé de Walt Disney comme une œuvre unifiée. Il faut la penser comme une multitude d'œuvres dont l'unité de signification, c'est aussi bien l'œuvre que les disques, c'est pour ça qu'on chante, les postures des personnages, parce que ça va pouvoir être décliné en livres, en vignettes, etc. Les produits dérivés, parce que c'est pour ça qu'il y a certains personnages, il y a certaines scènes, il y a certains événements qui se produisent. Donc l'œuvre est conçue dans tous ces moments comme une réalité globale. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut penser les dimensions de l'œuvre, sa réalité, comme une réalité globale. Et c'est pour ça, par exemple, mon Dieu, je dirais que... Bon, je m'arrêterai, je ne ferai pas ma dernière partie. non, ça va être là. C'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, on se rend compte... c'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tort quand on travaille sur les productions de la culture médiatique, de s'arrêter aux productions des auteurs et qu'on doit intégrer ce que j'ai mis au milieu, là. C'est-à-dire qu'Harry Potter, ce n'est pas les romans, ce n'est pas non plus les films de la Warner Bros., c'est aussi les fanfictions. Puisqu'on est obligé d'élargir l'œuvre à l'ensemble de ces déclinaisons, eh bien, parmi ces déclinaisons, il y a les réactions du public. Il y a la matérialisation de ces déclinaisons dans les réactions du public, que sont cette matérialisation qui est la vogue des fanfictions. Vous voyez ce que sont les fanfictions, hein. C'est des versions d'Harry Potter écrites par des enfants, par des adolescents, par des adultes, de toutes sortes, qu'on trouve sur Internet, et qui existent bien avant Internet, hein. Ça existait pour Star Trek bien avant Internet, ça existait dans l'entre-deux-guerres pour la science-fiction, etc. Bon. Et il y a un élément, il y a encore une fois une histoire juridique du moment où les gens s'en sont rendus compte. J.K. Rowling, elle fonctionnait en écrivain, et du coup, elle était tolérante. Elle aimait bien rencontrer des gens, des enfants qui lui donnaient leur copie double avec la petite histoire, la bande dessinée, etc. Elle trouvait ça très, très amusant. Elle avait vaguement entendu parler de fanfiction pornographique. Elle n'aimait pas trop que ça circule. Elle demandait à ce que ça disparaisse quand elle en trouvait. Mais ma foi, ça faisait partie du plaisir. Arrive Warner Bros. Warner Bros, ils raisonnent en marque. Et ils disent, désormais, Harry Potter est une marque. Et comme Walt Disney, ils conçoivent leur marque avec tous les produits dérivés. Et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de piratage, il faut interdire les fanfictions. Et donc, ils interdisent les fanfictions. À la sortie du premier Harry Potter, des juges sont allés écrire à tous les grands sites de fanfiction pour leur dire, vous fermez. Réaction des fans, désormais, nous avons décidé de boycotter Harry Potter. Et d'un seul coup, Warner Bros. Se rend compte de l'importance de ces fans. C'est-à-dire du fait que ces fanfictions sont un élément aussi important que les romans dans l'existence du monde d'Harry Potter. Et donc, Warner Bros. Est obligé de réautoriser tous les sites à ouvrir en comprenant que le monde, l'univers de fiction d'Harry Potter, l'œuvre Harry Potter, ce ne sont pas les romans, ce ne sont pas les films ou les romans plus les films, ni même les romans plus les films plus les produits dérivés. C'est cette espèce de négociation collective d'une vaste collectivité d'amateurs, de commentateurs, de fans, etc., qui produit l'œuvre Harry Potter. Autrement dit, du fait même que la sérialité repose sur un principe d'écriture, de production collective, du fait même que l'œuvre soit toujours prise dans un réseau d'autres œuvres, eh bien, on est obligé d'étendre, quand on travaille sur ce type de production, on est obligé d'étendre notre objet toujours davantage,
quittant l'œuvre unique pour la série d'œuvres, quittant la série d'œuvres monomédia pour la série de médias, quittant la série de médias pour les produits dérivés, les marchandises, tous ces objets, et quittant même tous ces objets pour intégrer les productions des amateurs, les dessins d'enfants, etc., pour véritablement comprendre comment ça fonctionne. Parce que, si on y réfléchit un instant, et ça nous ramène à nouveau à la série des Harlequins, si on y réfléchit un instant, ces enfants qui produisent des dessins de Harry Potter, qu'est-ce qu'ils font d'autre que les grandes lectrices de romans Harlequins, qui sont des vraies amatrices de romans Harlequins. Je dis lectrices parce qu'on sait que c'est majoritairement des femmes qui écrivent les romans, très majoritairement. Je crois que c'est 90%. Ces lectrices de romans Harlequins qui un jour se disent « moi je vais en écrire un, et un vrai beau ». C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Tout auteur de fiction sérielle est nécessairement auparavant un consommateur de la même série de fiction. Sinon, il ne peut pas en produire. Et donc, on voit bien qu'on aurait tort d'éliminer les fans, les amateurs, parce qu'ils participent, de fait, de cette chaîne sérielle. Bien, donc je renonce à ma dernière partie, mais je vais directement à la conclusion qui portera sur un point de réflexion sur ce que ça suppose, ce que ça nous invite à penser en termes d'esthétique, de poétique des œuvres, d'esthétique des œuvres et de fiction. C'est les 3 points qui m'intéresseront. Premier point, la poétique des œuvres. Qu'est-ce que devient une œuvre? C'est de moins en moins un récit, c'est de moins en moins une seule histoire. On l'a vu avec Superman, on ne peut pas le protéger parce que ce n'est pas un récit, Superman, c'est un costume, hein, c'est une marque. C'est de moins en moins une histoire et c'est de plus en plus un univers, une image de marque, une encyclopédie du personnage, un dictionnaire du personnage, un ensemble de stéréotypes. En fait, l'œuvre sérielle, pour la caractériser de la manière la plus exacte, il faut la décrire tout à la fois comme un monde et comme une encyclopédie. Comme un monde parce qu'on a toujours tendance à la cartographier, à tracer des plans, à tracer une histoire du personnage, à raconter, à faire une historiographie, à faire une map monde, etc. Hein, le monde de Westeros, l'Atlas de Star Wars, l'encyclopédie de Marvel. Mais c'est un monde et c'est une encyclopédie. Et c'est important de comprendre que c'est une encyclopédie. Star Wars, par exemple, c'est un univers avec des planètes. Et ça fait bien une carte du monde Star Wars. Mais cet univers, ces planètes, fonctionnent comme une encyclopédie qu'on peut ouvrir à n'importe quelle page, comme une encyclopédie Star Wars, avec un peuple, des caractéristiques, tel individu, tel objet. Et le fait qu'on puisse toujours écrire de nouveaux récits de Star Wars montre bien qu'en fait, ces éléments de l'encyclopédie sont une invitation à recomposer inlassablement pour produire de nouveaux récits. C'est donc une encyclopédie dans laquelle on peut puiser pour réagencer à l'infini. Le modèle de la fiction qu'on associait autrefois au récit doit désormais être bien davantage associé à la fiction ludique, au jeu, à la participation, à la collaboration, à la négociation, à la recomposition. Et ce n'est pas pour rien, par exemple, pour moi, que le produit dérivé de Star Wars qui a le mieux fonctionné, ce sont les Lego. Les Lego qui sont la manifestation de cette dimension composite de l'imaginaire de Star Wars, du fait que Star Wars, c'est une boîte à outils pour construire des récits, des vaisseaux, des planètes, etc. Donc le premier point, c'est le basculement de plus en plus fort dans notre culture de la fiction d'une logique de narration à une logique ludique, à une logique de jeu. Le deuxième point, en fait j'en dirais que 2. Le deuxième point, c'est la question de l'appropriation, de la manière de ce qu'on fait de ces fictions. J'ai parlé des fans, j'ai parlé des lectrices et des auteurs de romans harlequins.
on voit bien qu'il y a quelque chose qui est investi. On voit bien qu'il y a une appropriation et qu'il y a quelque chose qui se joue dans l'individuation. J'ai parlé des groupes de rock qui reprennent bien des logiques d'industrie créative, des morceaux dont la composition est stéréotypée, mais qui leur donnent une densité émotionnelle très puissante. L'amateur, l'auteur de fanfiction amateur, de la même façon, s'implique dans la fiction. Dans tous les cas, on voit bien donc que la question de la production en série ne retire pas l'investissement esthétique, la densité de l'émotion esthétique pour celui qui négocie avec cette production. Mais à l'autre extrémité, on est obligé de reconnaître que les productions sérielles sont le résultat d'une dynamique profonde, d'une dynamique de l'ordre de la culture collective, qui est celle précisément d'une culture marchande et médiatique qui est devenue notre paradigme de représentation dominant. Et donc, cette négociation se fait au sein du paradigme dominant d'une culture marchande. Et il me semble que le vrai enjeu pour comprendre ces fictions, c'est de saisir l'existence permanente à l'intérieur de chacune des œuvres, de toutes ces voix qui s'affrontent, de toutes ces voix qui négocient l'auteur, le lecteur, les producteurs, les juristes, les responsables du marketing, etc. Toutes ces voix qui négocient, dont les intérêts, dont les octorialités ne sont pas les mêmes, et qui font surgir finalement le caractère polyphonique de notre relation au monde, de nos imaginaires et de notre représentation de la réalité. Et c'est en cela, selon moi, qu'il s'agit vraiment de saisir la culture sérielle comme le cœur même de notre culture. Je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu pour cette belle traversée des œuvres mondes et aussi sur ces beaux aperçus sur la fiction participative. Nous sommes tous auteurs, nous sommes tous écrivains dans ce nouveau régime de la culture sérielle. Je laisse tout de suite la parole à la salle si vous voulez avoir notamment des précisions sur le mystère de la troisième partie. Je n'entrerai pas dans la troisième partie. J'ai une question sur le sort réservé à certaines séries qui, dans certains cas, produisent des effets importants, dans d'autres non. Je pense à un exemple. Les séries, que ce soit Tintin ou que ce soit Astérix, ont produit pour beaucoup d'objets en vente et ont produit aussi des associations de tintinophiles ou de gens liés à l'autre série d'Astérix, et donc on produit un effet social. Je pense à des séries antérieures, et je pense aux images, aux bandes dessinées des Pieds nickelés, qui évidemment étaient politiquement extrêmement radicaux, destructeurs de la société. Autant que je sache, ils n'ont pas eu de suite. D'ailleurs, c'est un moment dans l'histoire, entre les années 30 à 50, peut-être même pas, et qui n'a pas de suite. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui de cette critique acerbe de la société. Alors, comment vous expliquez les heurts et malheurs de ces deux types de bandes dessinées ? Alors, pour parler de la série en général, il est certain que les productions sérielles favorisent la constitution d'effets de communauté. Quand vous parlez des amateurs de Tintin, on sait par exemple que la science-fiction, dès l'entre-deux-guerres, a produit d'incroyables communautés d'amateurs extraordinaires de science-fiction. Il y a eu un travail très, très intéressant qui a été fait aux États-Unis sur les fanzines de science-fiction dans l'entre-deux-guerres. Il faut imaginer ce que c'est que faire un fanzine dans l'entre-deux-guerres quand on a juste une machine à écrire et des comment ça s'appelait, c'est non des stands, oui, enfin voilà, des carbones, et donc on faisait 4 exemplaires du fanzine qui étaient distribués. Bon, ce que je veux dire, c'est que il y a les productions sérielles par nature créent des effets de communauté de lecteurs.
par nature, parce que la sérialité dans son principe suppose déjà la communauté des lecteurs qui est celle des auteurs et des lecteurs, si vous voulez, immédiatement. Après, la survivance ou la non-survivance, il me semble qu'elle est liée précisément à la dimension sociale et à la faculté, ou à la chance, hein, mais au fait que quelque chose se cristallise collectivement autour de ça. Et donc, c'est là où la communauté d'amateurs doit rencontrer une problématique sociale plus large, selon moi. Pour la science-fiction, le questionnement sur la modernité, qui était un questionnement majeur aux États-Unis. Pour le western américain, évidemment, la construction d'une idée de nation, etc. Dans la littérature de genre, il y a des éléments qui expliquent ça. Pour les grandes séries populaires, il y a aussi des choses qui se jouent là. Pour Hergé, pour moi, c'est selon moi, ce qui s'est joué avec Hergé, c'est qu'il fallait qu'il y ait une œuvre qui, en quelque sorte, symbolise cette transformation de la relation à la culture et qui puisse concilier un consensus artistique de sens classique, la grande œuvre, et l'acceptation de la bande dessinée qui était jusqu'à présent considérée comme une œuvre pour enfants. Et Hergé est arrivé au bon moment, et son style, qui est un style dépouillé, un style extrêmement maîtrisé esthétiquement, a sans doute fait, et sa conscience en plus du coup qu'il avait à jouer, a sans doute permis que ce soit dans Tintin que se joue cette fétichisation en quelque sorte de l'œuvre absolue de cette production enfantine qu'incarnait également Tintin chez Hergé. Les bandes dessinées d'aujourd'hui sont plus des bandes dessinées enfantines comme l'était Tintin. Et donc je pense que c'est ça qui s'est joué pour Hergé. Après, chaque cas est particulier. Pourquoi Sherlock Holmes et pas un autre, etc. C'est complexe, mais je pense que dans chaque cas, on peut analyser, on peut comprendre. J'ai pas répondu pour Les Pieds Nickelés, mais en fait, Les Pieds Nickelés, ça a duré très longtemps. Ça s'est arrêté dans les années 80, hein, 1980. Donc ça a duré très très longtemps, mais ça n'avait plus le même succès. Bonsoir. Avant de venir ici, j'écoutais la radio et j'ai entendu que George Lucas allait mettre en scène l'énième épisode d'Indiana Jones. Et on se posait la question de savoir ce qu'allait devenir Indiana Jones, parce qu'il commence à être un peu âgé. Et avoir ce rôle-là à 80 ans, c'est un peu compliqué. Et donc George Lucas a répondu, écoutez, on va le faire tourner, le prochain Indiana Jones, ça sera une femme. Donc est-ce que c'est vraiment le contre-exemple de la production sérielle, ou est-ce que vous y voyez une autre interprétation ? Non, il n'est pas le premier. Vous savez que Doctor Who, Doctor Who, c'est une des séries les plus longues de l'histoire. C'est une série de science-fiction britannique qui a commencé, je ne sais plus, dans les années 60 ou 50, je ne sais plus, et qui continue encore aujourd'hui. Et dans sa dernière incarnation, c'est une femme. Je pense que là, c'est un petit peu... Comment dire ? Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai décrit comme le mouvement post-Fordiste, vous savez, le fait que désormais on fabrique des cigarettes, c'est les Américains qui ont inventé ça, ce principe post-Fordiste de la consommation, en faisant des cigarettes pour les femmes, pour les noirs, pour les hommes, pour les jeunes. Et chaque fois, c'est des cigarettes différentes. En fait, c'est les mêmes cigarettes, évidemment, mais le paquet est différent et on crée de la plus-value en produisant un effet de singularité dans des productions standardisées. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans les productions de la pop culture, il y a une parfaite compréhension du fait que désormais, on aime à la fois les productions standardisées, et en même temps, on veut de l'originalité, on veut des éléments nouveaux, on veut ce qu'un théoricien japonais appelle les éléments d'attraction, quelque chose qui surgit et qui agrippe parce que ça touche à des choses importantes. On avait parlé aussi de faire un James Bond noir. C'est une façon de renouveler radicalement tout en gardant le vocabulaire et la grammaire de la série. Et puis Indiana Jones femme, ça a déjà été fait, hein. C'est Lara Croft dans Tomb Raider, que je sache. J'ai remarqué que beaucoup de héros sont célibataires. Aujourd'hui, le monde, de plus en plus, devient célibataire. Quelle est l'influence entre les deux, la série et les sériels, et la réalité ? Là, il y a une réponse qui peut être faite par rapport au genre, justement. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de héros de romans d'aventure qui sont récurrents, Bob Moran, Indiana Jones, beaucoup de héros de séries policières aussi qui sont récurrents, Sherlock Holmes, Hercule Poirot. Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas de héros récurrents dans les romans sentimentaux, parce qu'ils se marient. Et une fois que vous êtes marié, il faut divorcer et se remarier, puis redivorcer, puis se remarier. Donc le problème du couple, c'est que si vous fabriquez un couple,
faut vous en débarrasser le plus vite possible si vous voulez continuer la série, parce que l'attraction, elle est précisément dans l'instabilité. Et le couple stabilisé, c'est compliqué. Il y a quelques couples sériels, mais c'est plus compliqué à gérer pour ces raisons-là, selon moi. Oui, mais dans les bandes dessinées, leur relation est une relation où ils flirtent en permanence. Mais il n'y a pas de... Le couple... Non, mais en plus, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais je dis qu'on peut très bien expliquer que ce ne soit pas courant, parce que ce n'est pas simple pour produire de la sérialité. Bonsoir, moi j'ai une question, mais j'ai peur d'être un peu hors sujet. Par rapport donc à l'œuvre de Andy Warhol, qui a donc fait beaucoup d'œuvres d'art en série, et notamment les fameuses soupes Campbell. Quelle est votre analyse en liaison avec votre sujet, quoi. Pour moi, tout le pop art a été un des premiers phénomènes de mise en évidence du fait qu'on basculait dans une culture sérielle. Pour Warhol, il est clair que quand il reproduit en série des célébrités, il évoque la culture médiatique. Le fait qu'on est reproduit en série quand on est une figure médiatique. La soupe Campbell, c'est une marchandise. Et donc, il les représente. Simplement, et de la même façon, Warhol est quelqu'un qui a constamment négocié avec la culture médiatique, la culture sérielle, etc., en fabriquant des groupes de musique, en faisant de la factory un espace pop. Bon. Mais en fait, il le faisait à une époque où on était encore dans la reconfiguration selon le modèle artistique de l'œuvre unique, paradoxalement. C'est-à-dire que lui réintégrait ce que Walter Benjamin appelle de l'aura dans l'œuvre, c'est-à-dire de l'unicité, même si elle était reproduite en série. C'est-à-dire que l'unicité, c'était son caractère exposé, sanctuarisé en quelque sorte. Mais Warhol est une figure du tournant, à mon avis, de la culture collective et de l'intégration du fait que désormais, en effet, la culture médiatique, la culture marchande, la culture sérielle, on ne pouvait plus y échapper. Je pense que lui le dit déjà, et ce qu'on a appelé les générations d'artistes, artistes, je parle high art, hein, d'art élitiste, disons, postmodernes, vont beaucoup plus négocier avec ça. Jeff Koons, etc., vont beaucoup plus frontalement assimiler le fait qu'on produit en série. Bonsoir. J'ai une question. Je pense, est-ce qu'on pourrait vraiment dire que le phénomène de sérialisme est quelque chose de moderne? Parce que est-ce qu'on pourrait faire une liaison avec, par exemple, Zeus ou mythologie grecque? Pourquoi maintenant, dans le contemporain, vous disiez qu'on est dans un phénomène de sérialisme, mais on a toujours eu une obsession pour des caractères spécifiques où ils existent déjà beaucoup bien avant des sérialismes comme ça. Je vais vous prendre un exemple. Les contes, le petit chaperon rouge qu'on connaît aujourd'hui. On le connaît uniquement par l'écrit, dans sa version médiatique, en réalité. On sait qu'il y en a eu des versions avant. Mais réfléchissez à un monde dans lequel on serait avant Perrault, et donc il y aurait que des contes oraux. D'accord ? Un conte oral, quand vous n'avez pas un écrit auquel vous vous reportez, ce que vous racontez comme histoire, c'est l'histoire qu'on vous a racontée quand vous étiez petite. Et elle était toujours différente. Chaque fois que quelqu'un vous la racontait, elle était différente. Il n'y avait pas d'histoire le petit chaperon rouge, ça n'existait pas avant Perrault. Il y avait une histoire dans laquelle c'était un petit chaperon rouge, une histoire dans laquelle c'était un petit garçon, une histoire dans laquelle c'était pas un loup mais c'était un vilain monsieur, une histoire dans laquelle, d'un village à l'autre, l'histoire était différente. D'une journée à l'autre, elle était différente. Et donc, il n'y avait pas d'unité de l'œuvre et il n'y avait pas de série constituée. Il n'y avait pas une série d'histoires du petit chaperon rouge, il y avait une série infinie d'histoires dont certaines avaient des petits chaperons rouges, d'autres avaient autre chose, etc. Et pour qu'il y ait sérialité comme on la connaît aujourd'hui, il faut qu'il y ait le médiatique. Un objet alors. Voilà, il faut qu'il y ait la matérialisation du texte et le positionnement par rapport à des formes stabilisées. Donc auparavant, en effet, on est dans une culture de la reprise, de la variation, mais sans cet effet de stabilité que suppose le médiatique. Ok, et le Bible comme objet et le fanfiction sur Jésus-Christ, des apôtres. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais vous allez avoir des exemples, mais
vous allez avoir des exemples, tout comme il y a eu toute une série de reprises de ce qu'on appelle la mythologie et qui était connue par des textes, antiques. C'est ce qu'on appelle, ça a été étudié dans les études littéraires, ce qu'on appelle la mythocritique, qui étudie comme ça la manière de reprendre des grands mythes, etc. Bien sûr que ça existe, mais il me semble que ça ne fonctionne pas de la même façon qu'aujourd'hui, où finalement la dimension communautaire, collective, en permanence, est beaucoup plus marquée. Si vous voulez, vous n'allez pas dire que quelqu'un qui reprend 15 siècles plus tard un texte, en faisant référence à ce texte premier, en dialoguant avec ce texte premier, procède de la même façon que quelqu'un qui est pris dans le bain, disons, soit de Star Wars, soit du sentimental, soit du policier. Ça ne fonctionne plus pareil une fois qu'on a basculé dans la culture médiatique et marchande. Donc grâce au marketing. Non, c'est pas qu'une affaire de marketing, c'est aussi une affaire d'appréhension des œuvres, dans leur matérialité, dans notre expérience quotidienne, dans le fait qu'on est... c'est pas qu'une affaire de marketing, c'est aussi une affaire de manière d'être face aux œuvres et de manière de les saisir. Ok, merci beaucoup. Mais en même temps, il me semble que ça nous fait lire autrement d'autres œuvres. Par exemple, les œuvres de Chrétien de Troyes et le cycle arthurien. Pour nous, ça fonctionne comme une série. Et il y a même des trous. Par exemple, l'histoire de Perceval, qui n'a pas posé la question quand il était dans le château du roi pêcheur. Et du coup, il n'a pas trouvé le Graal, et nous non plus. Et l'ensemble de ces œuvres s'interconnectent. Et en même temps, il y a eu plein de continuateurs. Il y en a encore aujourd'hui sur tous les supports possibles, pour rêver sur ce Graal et la possibilité d'aller le dénicher quelque part. Oui, c'est d'autant plus juste, et ça irait dans le sens de ce que vous disiez, qu'il est quand même frappant de constater que les productions sérielles contemporaines, les productions médiatiques, vont puiser en permanence quand même dans la Bible, dans les mythes antiques et dans la légende arthurienne. Et donc on voit bien qu'il y a quand même des traits communs, parce que c'est pas pour rien donc il y a quand même le sentiment qu'il y a une série qui était constituée auparavant et qu'on peut puiser dans cette série, qu'il y a un phénomène de sérialité. Pour moi, il est de nature différente, mais le simple fait que les gens continuent à puiser dedans, y compris dans les productions sérielles contemporaines, est la démonstration même qu'il n'y a pas d'hétérogénéité pleine, mais qu'il y a quand même des traits communs. Je pense à propos de la publicité et de la bande dessinée, Benjamin Rabier, déjà au début du XXe siècle, a illustré La Vache qui rit, c'est lui qui l'a dessiné. Puis il a fait Les Fables de Fontaine, Gédéon, etc. Donc déjà, c'est assez... Depuis pas mal de temps, donc, il y a eu un parallèle. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que Benjamin Rabier est un des premiers auteurs à avoir vraiment développé le principe du produit dérivé. Il a conçu des jouets à vendre avec ces personnages, parce qu'il avait en quelque sorte son coup de crayon et son coup de génie, c'était de faire des animaux qui rient. D'où La Vache qui rit d'ailleurs. C'est le premier qui a fait parler des animaux. Voilà. Enfin, d'autres ont fait parler les animaux. La Fontaine les a fait parler avant, etc. Mais en tout cas, dessin, oui. Il était connu pour son trait et pour le fait de faire rire les animaux. Et donc, il en a tiré une série d'objets, de produits dérivés qu'il a vendus. C'est intéressant de se dire que, en effet, vous avez raison. C'est du côté des illustrateurs que s'invente très largement cette culture sérielle et médiatique. La culture sérielle et médiatique va connaître un coup d'accélération formidable quand l'image va se vulgariser, d'abord sous forme imprimée, avec des gens comme Benjamin Rabier en effet, et puis sous forme cinématographique, où là ça va devenir extraordinaire. Alors, on parlait tout à l'heure de la condescendance intellectuelle envers ce genre comme Harlequin, etc. Il y a un humoriste contemporain, là, c'est Danny Boom, qui s'est moqué de Harlequin. Alors, le personnage est un type plus ou moins inculte qui sait à peine lire. Et donc là, il y a une satire vraiment d'Harlequin. C'est assez intéressant, quoi. Non, je pense que de toute façon, le genre du récit sentimental sera celui qui va avoir le plus de difficultés à être légitimé dans la culture. Vous voyez, maintenant, le récit policier est acceptable. La science-fiction, on peut dire qu'on lit de la science-fiction, ça va. La fantasy, ça commence à être acceptable. Le sentimental, ça reste compliqué.
Pourquoi? Selon moi, parce que s'ajoute à la sérialité le fait que c'est lu par des femmes et que dans notre société, depuis le XVIIIe siècle au moins, la lectrice, le fait que ce soit lu par des femmes, c'est encore un phénomène encore aggravant. Un facteur aggravant. Les femmes, les enfants et les ouvriers. Au XIXe siècle, on appelait ça du bouillon de veau, ce roman sentimental tiédasse. Une dernière question avant qu'on aille tous retrouver nos séries préférées. Il y a encore de quoi regarder 2 épisodes avant de se coucher. Ce qui me paraît être important et intéressant dans ta réflexion, c'est qu'elle permet aussi de penser des phénomènes qu'on n'identifie pas comme sériels, comme étant sériels. Alors, je vais donner un exemple qui est l'exemple à la fois extrême de la distinction, mais qu'on peut aussi, grâce à toi, penser comme sériel. Par exemple, je pense aux nouveaux romans dans les éditions de Minuit, avec cette charte graphique très précise, de cette constitution en groupe. Ça paraît être justement tout le contraire de cette culture ultra-médiatique, mais est-ce que pour toi, c'est un phénomène aussi sériel, par exemple? Je pense que tu as tout à fait raison. On se tutoie parce qu'on se connaît, hein, c'est pas parce que... je pense que tu as tout à fait raison. Et en fait, actuellement, je travaille beaucoup précisément sur l'influence de la montée en puissance de la culture médiatique et marchande, et surtout de la culture marchande, sur les pratiques dites distinctives. Par exemple, les manifestes, le développement des manifestes aussi, des mouvements, l'apparition de revues, etc. Tous ces phénomènes, tu as tout à fait raison, sont aussi l'expression qu'on a basculé dans une culture médiatique et marchande, mais selon des modalités qui ne pouvaient pas être visibles parce que les définitions étaient contraires. Donc tu as tout à fait raison. Et je pense que c'est une invitation aussi à relire toute notre histoire en montrant que peut-être les séparations n'étaient pas si nettes que ça. En tout cas, le nouveau roman, c'était un magnifique coup médiatique. Et si vous le regardez comme ça, vous découvrez plein de choses.